Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Le président Alassane Ouattara est rentré hier soir de Lomé et dans la capitale togolaise, le chef de l'État, en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a présidé les travaux de la 20e session ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Drissa Sanogo est inspecteur des impôts. Il a été sacré hier soir meilleur agent de la Direction générale des impôts à l'occasion de la célébration de la 17e édition de l'excellence organisée par l'administration fiscale en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Puis nous irons au Mali où après le premier tour de l'élection présidentielle dimanche dernier, l'heure est encore à la centralisation des résultats. Une centralisation qui prend du temps. Les observateurs se sont prononcés hier soir sur le déroulement du scrutin. Vous les entendrez en toute fin de journal. Commençons tout d'abord en images. Le président Alassane Ouattara est rentré hier soir de Lomé au Togo. Sur place, le chef de l'État a pris part au sommet conjoint CEDEAO-CEEAC, suivi du 53e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Puis, il a présidé les travaux de la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le président Alassane Ouattara, en sa qualité donc de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, a présidé les travaux de la 20e session ordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, une rencontre au cours de laquelle il a souhaité la solidarité de tous face aux problèmes sécuritaires évoqués au cours du sommet CEDEAO-CEEAC. Le reportage sur place de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abola. Une préoccupation parmi tant d'autres. Il s'agit de la menace sécuritaire. Cette question à l'ordre du jour du sommet conjoint CEDEAO-CEEAC à Lomé, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y met l'accent aux travaux toujours dans la capitale togolaise de la 20e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Travaux qu'il préside en tant que président de la conférence de cette union. Le président Alassane Ouattara en saisit donc l'occasion pour en appeler à plus d'action et de solidarité face à ces problèmes sécuritaires qui n'épargnent aucun pays. Cette situation rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et de la mise en œuvre effective du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, adopté le 5 juin 2016 à Dakar. Je voudrais, en votre nom à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité sous le leadership de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Face à ces menaces devenues malheureusement récurrentes, le relèvement du défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité est primordial dans notre Union, en raison du caractère de plus en plus régional et international des menaces qui pèsent sur nos pays. Il est impérieux de mutualiser nos efforts pour une réponse collective, car l'insécurité n'a pas de frontières. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de son mandat et de sa prochaine présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre prochain, poursuivra ses efforts en faveur d'une plus grande mobilisation et d'un soutien ferme des grandes puissances et des Nations Unies aux opérations de paix de l'Union africaine et du G5 Sahel. J'ai la ferme conviction que la conjugaison de nos efforts, de nos forces et de nos moyens permettront d'assurer la quiétude et la sécurité dans notre Union. Par ailleurs, s'agissant de la situation économique de la zone UEMOA, le président Alassane Ouattara salue les avancées en demandant toutefois la consolidation des acquis. Aussi, le chef de l'État ivoirien, rappelant des tensions sociopolitiques dans certains pays, estime-t-il que le dialogue inclusif demeure le moyen le plus sûr pour un consensus national. Pour le président Alassane Ouattara, seule la préservation de la paix et la stabilité peut garantir le développement dans tous les pays.
Je vous ramène dans la capitale togolaise pour prendre part cette fois à la 53e session ordinaire de la CEDEAO qui a eu lieu mardi au lendemain du sommet conjoint CEDEAO-CEEAC. La rencontre, là encore, le président Alassane Ouattara a été présent parmi les chefs d'État et de gouvernement. Il s'agissait donc de plancher sur plusieurs sujets, notamment la question de la monnaie unique dans l'espace communautaire et l'élection d'un nouveau président de la conférence pour succéder au chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. On retrouve Jérôme Kofi Aboula. La CEDEAO a sa 53e session ordinaire ce mardi 31 juillet 2018 à Lomé au Togo. En présidant les travaux, le chef de l'État togolais Faure Esozimina Gnassingbé, président en exercice de la conférence, s'est félicité de la présence des chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour l'Ivoirien Jean-Claude Brou, en tant que président de la commission de la CEDEAO, d'exprimer sa gratitude envers les chefs d'État et de gouvernement de cette organisation et en particulier au président Alassane Ouattara pour son soutien à sa nomination lors de la 52e conférence en 2017 à Abuja au Nigeria. Jean-Claude Brou s'engage avec détermination à poursuivre les actions soutenues par ces chefs d'État et de gouvernement pour une CEDEAO conformément à leurs vœux. La réforme institutionnelle que vous avez décidée et déjà engagée sera poursuivie dans le sens de la rationalisation des opérations avec un accent plus important sur la mise en œuvre des programmes et leur impact sur les populations. J'évoque ces urgences en soulignant que nous y ferons face, comme pour tous les chantiers de la communauté, en parfaite collaboration avec les États membres et en exploitant les excellentes dispositions des partenaires à qui j'exprime ma gratitude pour leur accompagnement général et efficace. En définitive, il nous faut œuvrer pour réaliser l'ambition que vous avez pour notre région, à savoir celle d'une CEDEAO des peuples, c'est-à-dire une CEDEAO qui est un espace de liberté, de démocratie, de progrès pour un mieux-être partagé. La tâche est immense, mais elle n'est pas impossible. Sous votre leadership, nous sommes déterminés à apporter pleinement et résolument notre modeste contribution. Avant de prendre la parole, Jean-Claude Brou a prêté serment. Cela pour marquer, peut-on dire, sa prise de fonction officielle. Une prestation de serment suivie de celle des juges de la Cour de justice de la CEDEAO et qui constitue véritablement la première partie des travaux de cette 53e conférence. Quant à la deuxième partie, c'est à huis clos. Elle est consacrée à plusieurs points, notamment l'élection du nouveau président de la conférence. Juste pour rappeler que le chef de l'État togolais, Faure Esozimina Gnassingbé, préside cette 53e session en tant que président en exercice sortant. Et le nouveau président de la conférence qui succède donc au chef de l'État togolais Faure Gnassingbé est connu, c'est le président nigérian Muhammadu Buhari. Et en dépit de toutes ces rencontres au sommet, le président de la République a pu trouver une place dans son agenda pour recevoir le président bissau-guinéen José Mario Vaz. L'hôte du chef de l'État a indiqué l'avoir rencontré pour lui faire part de la situation stable en ce moment dans son pays. Il est ce lundi à son hôtel, dans son séjour togolais, quand le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, reçoit le président de la Guinée-Bissau. La rencontre entre les deux chefs d'État s'est déroulée pendant une quinzaine de minutes avant la 53e session de la CEDEAO, pour laquelle ils sont tous les deux dans la capitale togolaise. Le président bissau-guinéen dit être venu rencontrer son homologue ivoirien pour lui faire part de la situation stable que vit en ce moment son pays. On a visité notre grand président Ouattara pour l'informer sur la situation de Guinée-Bissau aujourd'hui. Pour l'informer, assurer que la situation est très calme. On est dans la situation vraiment que nous tous, on est contents. C'est ça que je viens informer le président Ouattara en tant que président de la conférence des chefs de l'État de l'UMOA. À noter que la Guinée-Bissau, pendant un moment, a vécu une crise constitutionnelle. Pour le président José Mario Vaz, le président Alassane Ouattara fait partie de ceux qui ont œuvré en vue d'un retour à la normalité dans son pays.
Propos recueillis par Jérôme Kofi Abolin. Daniel Kablan-Duncan, lui, était sur place ici à Abidjan. Il a assisté hier soir à la 17e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts, une cérémonie pour récompenser individuellement ou collectivement le travail de ses agents durant l'année écoulée. Au total, ce sont 12 prix qui ont été décernés, dont celui du meilleur agent de la DGI, meilleur agent donc de la DGI attribué cette année à l'agent d'assiette Sanogo Drissa de la direction régionale d'Aboisseau. Le témoignage de Jean-Luc Bangbo. Le prix du meilleur agent de la direction générale des impôts est attribué à Monsieur Sanogo Drissa. L'annonce de son nom a été noyée dans le flot des ovations d'une salle du palais des congrès de l'Hôtel Ivoire, archi-comble. Sanogo Drissa, inspecteur des impôts, agent d'assiette à la direction régionale d'Aboisseau, est le grand gagnant de cette 17e édition du prix d'excellence de la direction générale des impôts. Lauréat du très convoité prix du meilleur agent de l'administration fiscale ivoirienne. Ce prix célèbre le travail sincère. Moi, je dois remercier tous mes supérieurs hiérarchiques, ceux qui m'ont encadré depuis le début de ma carrière jusqu'à maintenant. Et je dis merci à tous les collègues pour le travail de collaboration et pour le travail d'équipe. Merci beaucoup. Ce sont au total 12 prix qui ont été décernés au cours de cette soirée consacrée à la célébration de l'excellence. Le principe du prix d'excellence est de mesurer à travers des critères et indicateurs précis les performances individuelles et collectives de chaque agent et de chaque service. Récompense des meilleurs agents, mais également exhortation à poursuivre les efforts pour une mobilisation plus efficiente des ressources intérieures et relever les défis du développement durable de l'économie ivoirienne. Nous reste-t-il encore du chemin à parcourir? Je dirais oui, et un chemin bien long. Et ce chemin nécessitera que nous allions encore plus loin dans tout ce qui est relatif aux opérations de digitalisation. De nombreux défis demeurent. Ces défis sont liés notamment à la diversification et la transformation de notre économie, à l'amélioration du climat des affaires pour encore plus d'attractivité et à la mobilisation d'importantes ressources pour financer notre développement à travers notamment la technologie et les infrastructures économiques. Parrain de cette cérémonie, le vice-président a également salué la mutation réussie de la DGI vers le numérique, ce qui lui a permis d'améliorer ses prestations et ses performances. Rappelons que sur un objectif de recettes de 2263,4 milliards de francs CFA pour l'année 2018, 1106,1 milliards de francs CFA ont déjà été réalisés au terme du premier semestre par la Direction générale des impôts. Souvenez-vous, le 25 juillet dernier, un incendie est survenu à Grand-Bassam au petit matin. Ce mercredi-là, le feu causait la mort de tous les membres d'une même famille, 9 personnes au total, dont 6 enfants. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est rendu sur les lieux du drame. Mahama Traoré. 9 personnes disparues, dont une grand-mère et ses 6 petits-enfants. C'est le bilan de l'incendie qui a ravagé une concession familiale le mercredi dernier à Grand-Bassam. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a tenu à se rendre sur les lieux de cette tragédie, non seulement pour s'enquérir des circonstances de ce drame, mais surtout pour témoigner sa compassion à la famille endeuillée. Nous sommes vraiment vous adresser nos condoléances, vraiment les plus attristés pour ces pertes, parce qu'il y en a plusieurs cruelles qui frappent. Et vous dire que le gouvernement et la nation sont avec vous et on vous souhaite beaucoup de courage. Par la voix de son porte-parole, la famille éplorée s'est dit reconnaissante à ce soutien exprimé par le vice-président de la République à son endroit. Je voudrais simplement dire merci à toute la nation pour la diligence avec laquelle toutes les autorités sont intervenues pour nous apporter le soulagement. Daniel Kablan-Duncan était également informé par la famille que les obsèques des disparus auront lieu le 11 août prochain dans le village de Mopoyem à Dabou. Et de son côté, le Premier ministre a reçu les lauréats du concours Africa Digital Révolution, des lauréats qui lui ont été présentés par la direction générale du groupe CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. Le groupe CIE est à l'initiative de la compétition Africa Digital Révolution, qui est un concours qui met en compétition des étudiants et start-up pouvant développer des solutions technologiques pour répondre aux besoins des populations. Les lauréats ont respectivement développé des solutions
solutions innovantes pour la détection du cancer du sang, l'optimisation du trajet en bus, l'intégrité des taxes à payer pour le dédouanement de véhicules. Le compte-rendu de Gabriel Zani. Dans la salle A de la primature, la direction générale du groupe CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, entourée des membres du jury, et juste derrière les étudiants lauréats de Africa Digital Revolution, une compétition d'étudiants et de start-up développeurs de solutions technologiques. Ces jeunes talents ont été présentés au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des domaines précis sont ciblés par leurs innovations. On a constaté que les médecins, pour détecter le cancer du sang, devaient fournir beaucoup d'efforts, compter certaines cellules immatures dans le sang, ce qui leur perdait énormément de temps. Alors, nous avons pensé à créer une application qui permettrait de compter ces différentes cellules à la place des médecins pour alléger leur travail. Une solution bien pratique pour la détection du cancer du sang, mais pas seulement. L'optimisation du trajet en bus à Abidjan, l'intégrité des taxes à payer pour le dédouanement des véhicules, des secteurs aussi visités par ces jeunes talents. À travers un ensemble de capteurs positionnés sur le feu, nous déterminons le nombre de véhicules présents sur une certaine distance et en fonction de ce nombre de véhicules, nous attribuons des temps de passage de façon dynamique. Et lorsque les feux tricolores tombent en panne, nous recevons sur nos serveurs des notifications qui nous permettent d'intervenir en moins de 24 heures pour Abidjan et en moins de 48 heures pour les villes de l'intérieur du pays. La solution que nous avons présentée se nomme FiscaChain. C'est une solution qui permet de gérer le processus de dédouanement des véhicules depuis le connaissement jusqu'à la délivrance de la vignette. En fait, cette solution va permettre d'offrir un peu plus de transparence au système actuel. Les grands lauréats d'Africa Digital Revolution, ces 3 groupes d'étudiants et une start-up. Le but recherché dans ce regroupement de développeurs volontaires appelé Hackathon, répondre aux besoins de population. C'est de confronter les participants à des problématiques de recherche complexes et de challenges à forte composante technologique. C'est de former aussi les participants sur des thématiques innovantes et à forte valeur ajoutée et encourager enfin l'excellence et le savoir-faire local. L'intelligence artificielle, le trafic management, broking, ce sont les 3 thématiques retenues pour la première édition d'Africa Digital Revolution. Interrogés sur leurs innovations, c'est avec beaucoup de simplicité que ces étudiants ont expliqué leurs solutions devant les personnalités et la fierté de voir germer des talents pour la révolution digitale de demain, a animé le chef du gouvernement. Quand nous voyons donc des jeunes qui décident donc de s'investir comme vous, sur des compétitions de qualité, sur tout ce qui est réflexion, tout ce qui est intelligence, nous ne pouvons qu'être fiers et plutôt nous dire qu'il y a de quoi donc espérer donc pour la Côte d'Ivoire de demain, parce que c'est vous qui allez faire donc la Côte d'Ivoire de demain. Donc je voudrais vraiment donc vous féliciter pour le travail que vous avez effectué. Développement de solutions innovantes au service des communautés, c'est la thématique d'Africa Digital Revolution 2018 lancée le 24 juillet dernier. La CIE a eu l'approbation du chef du gouvernement pour remettre le couvert en 2019. Et on parle défense à présent. Les forces spéciales de Côte d'Ivoire renforcent leurs effectifs. 450 nouvelles recrues au terme de leur formation commune de base ont été présentées au drapeau en présence d'Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de la Défense et de notre reporter Abou Sanogo. Ils sont au total 450. Ils font partie du premier contingent de recrues des forces spéciales au titre de l'année 2018. Ces jeunes stagiaires venus d'horizons divers sont présentés au drapeau. Une cérémonie qui représente une étape importante dans la carrière de tout militaire. Elle marque la fin de la FCB, la formation commune de base, première phase pour l'intégration de ces jeunes dans les armes. Honneur donc à nos 3 couleurs, où que vous soyez, où que vous serviez. L'ennemi est celui qui ne respecte pas le drapeau. Jamais vous ne devez permettre que ce drapeau ne bénéficie de tous les égards. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité ses recrues au respect du drapeau et à ne pas ternir l'image et l'honneur des forces spéciales. Chers jeunes recrues, à partir de cet instant,
Vous venez enrichir d'un sang nouveau les armées et les forces spéciales. Avec vous, nous avons confiance que le pays sera encore mieux sécurisé. Vos dévanciers ont fait en sorte qu'on respecte les forces spéciales. Si vous venez, c'est pour apporter un plus. Vous pouvez compter sur notre appui pour que ces forces élites de l'armée de Côte d'Ivoire ne manquent de rien pour faire leur travail. Une visite du site a permis au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de s'apercevoir des différentes capacités opérationnelles des soldats, obstacles terrestres et aériens, grimper à la corde et un parcours d'obstacles. Un exercice tactique des tirs à balles réelles a mis en scène la réduction d'un ennemi virtuel par des soldats de forces spéciales. Démonstration de tir, instruction de tir en mouvement, exercice d'embarquement et débarquement du personnel, ainsi que la mobilité en tout terrain. Et il reste pour les recrues à entamer le jour le plus long, gagner le béret des forces spéciales. Leur intégration définitive ne se fera qu'à l'issue de 6 autres mois de formation. Reportage signé Abou Sanogo. La lutte contre la surcharge routière est une réalité. Et dans l'espace UEMOA, cette lutte est engagée depuis 2005 avec l'adoption du règlement 14 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle de gabarit, de poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Mais c'est seulement après la déclaration du 28 septembre 2017 que la lutte a porté ses fruits. 10 mois après cette déclaration, la surcharge a pratiquement disparu. Le transport dans la zone UEMOA, la surcharge routière en passe de disparaître. C'est le dossier économie de ce 13h. Il nous est proposé par Justine Seydjike. La pratique de la surcharge routière dans les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est un fléau qui peut compromettre à moyen terme le développement du transport routier, principal support des échanges et de l'intégration régionale avec près de 90% du trafic de voyageurs. Le marché commun, outre l'harmonisation des législations, notamment en matière fiscale, repose sur 2 grands piliers, la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement. Ça ne peut être effectif que lorsque on peut circuler librement d'un État à un autre dans l'espace de l'UEMOA. Donc c'est un patrimoine qui est utilisé avec une forte pression, et la pression est encore plus forte avec la surcharge qu'on a constatée sur les routes. En 2015, le taux moyen de camions en surcharge était de plus de 70%, avec une agressivité 5 fois supérieure à la norme, ce qui ramène la durée moyenne de conception des routes fixée à 15-20 ans à une durée de 5-7 ans. Cela entraîne évidemment des pertes d'investissement estimées entre 30 et 45 milliards de francs CFA et des coûts sociaux importants, notamment des pertes en vies humaines selon les États. Mais après la déclaration du 28 septembre 2017 des ministres en charge des infrastructures et des transports des États membres de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée, faite à Abidjan, la plupart des pays se sont mis au pas quant à l'élimination de l'extrême surcharge. En novembre 2017, les camions qui circulent avec une surcharge de 40% représentaient 10% du volume du trafic sur nos routes. Au 1er avril 2018, ils ne représentent qu'1%, c'est-à-dire vraiment marginal. C'est dire que vraiment les objectifs ont été atteints de cette période. Conformément à l'application de ces règlements, la Côte d'Ivoire s'est dotée de 7 postes de péage. La station de péage d'Alokwa, située sur l'autoroute du Nord, est la plus importante. Tous les camions de marchandises empruntant l'autoroute sont censés y faire un tour pour respecter le rituel. Lorsque le véhicule passe sur l'équipement de pesée, l'opérateur valide les données qui sont affichées à l'écran et on édite une fiche de verbalisation. La fiche de verbalisation permet de dire à l'opérateur, au transporteur, au chauffeur ce qu'il doit payer en fonction de son type de véhicule
en fonction de la charge qu'il transporte. Le camion de Koulibaly transporte 34 tonnes de ciment. En partance pour la ville de Korogo, il doit passer par la station de pesage d'Alokwa pour le contrôle de sa charge. Le règlement des 14, même les usines l'appliquent aujourd'hui. SCA, avant de charger le camion vide à l'entrée de l'usine, a pesé le camion doit prendre 34 tonnes de charge utile. Bon, vous voyez, ça c'est le ticket de fond de pesage. On nous fait payer une infraction de 9 000. C'est ce qu'on ne comprend pas. On est obligé d'accompagner chaque fois les camions pour venir voir clair, parce que nous, on marche sur le règlement de 14. Les amendes au niveau du moratoire, c'est 4 000 francs pour tous ceux qui font le trafic national et 11 000 pour tous ceux qui font le trafic international, ceux qui sortent de la Côte d'Ivoire ou qui utilisent des véhicules étrangers pour faire leurs activités de transport. Mais lorsque vous êtes en extrême surcharge, ces taux passent à 20 000 la tonne pour le national et 60 000 la tonne pour l'international. La mise en œuvre du règlement 14 en Côte d'Ivoire, en quelques mois seulement, a donné des résultats probants à la satisfaction des acteurs du secteur. Le surcharge, il tue les camions, il tue les chauffeurs et il tue la route. Avec l'application du règlement 14, je peux dire que tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, nous sommes en train de partir vers l'application intégrale du règlement 14. Mais cela demande pour nous, transporteurs routiers ivoiriens, qu'il y ait une attitude de concomitance entre l'ensemble des ports et même des pays qui n'ont pas de façade littorale pour que véritablement le règlement 14 s'applique en temps réel aussi bien à Abidjan, à Tema, à Lomé, à Cotonou et à Lagos. Mais pour y arriver, il convient de résorber certaines difficultés, notamment l'absence de mesures d'accompagnement. Je dois prendre 35 tonnes normalement, j'ai 40 tonnes, mais quand on me pèse, je ne dois plus continuer avec 5 tonnes. Même si je paye l'amende, mais je dois détruire encore la route pour partir. On doit enlever le supplément là pour garder dans un magasin. Deuxième chose, nous avons demandé toutes les sociétés, les cimentiers, tout le monde n'a qu'à être occupé de pompes bascules. L'éradication totale des surcharges est un gage de la préservation et de la durabilité des infrastructures routières en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi l'engagement ferme de tous les États membres de l'UEMOA, à l'image du Niger, du Ghana et du Togo, à lutter contre la surcharge est un impératif. Reportage signé Justine Sey-Djike. Nous sommes le 1er août 2018 et depuis ce matin jusqu'au 6 août prochain, nous sommes dans la semaine nationale de la propreté, une semaine instituée depuis 3 ans par le gouvernement et dont la célébration vise à renforcer la sensibilisation en faveur d'un cadre de vie sain par la promotion de la propreté. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité invite les populations à adopter une attitude citoyenne. Le reportage de Grace Kando dans nos prochains journaux. Allons-y au Mali. Au Mali, donc, où après le premier tour de l'élection présidentielle dimanche dernier, l'heure est encore à la centralisation des résultats. Une centralisation qui prend du temps. Les observateurs, eux, se sont prononcés hier sur le déroulement du scrutin. Sidoni Davila. La présidentielle de 2018 au Mali, un scrutin satisfaisant, calme et acceptable. C'est le constat fait par l'Union africaine et une mission nationale d'observation, la COSEM, Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali. Dans l'ensemble, le vote s'est bien déroulé et les procédures de vote ont été bien respectées dans les bureaux observés. L'Union africaine salue les efforts du gouvernement, de la classe politique, la société civile, les populations, de la presse et de tout le peuple malien et de la communauté internationale qui ont concouru au scrutin globalement acceptable. L'Union européenne, qui note que des incidents ont eu lieu dans le centre et le nord du Mali, déplore que le climat sécuritaire n'ait pas permis le déploiement de sa mission à Kidal. L'Union européenne fait quelques recommandations pour une crédibilité du scrutin. La mission de l'Union européenne renouvelle sa demande adressée aux autorités de publier la liste complète et détaillée
des bureaux de vote où le vote n'a pas eu lieu, dans un souci de transparence et de préservation de l'intégrité du scrutin. Nous demandons en outre la publication en ligne de l'ensemble des résultats, bureau de vote par bureau de vote. La mission se félicite du comportement responsable et de la maturité affichée par les acteurs politiques jusqu'à présent. Après la synthèse de ces observations sur l'ensemble du processus électoral, la mission de la COSEM, de l'Union africaine et de l'Union européenne ne s'arrête pas. Elle continue jusqu'à la proclamation des résultats, tout comme celle de nombreux autres observateurs. 11 années qu'il n'a pas foulé le sol de la RDC. Le sénateur et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, a regagné son pays où il entend se présenter à l'élection présidentielle. Il est arrivé par un vol direct en jet privé Bruxelles-Kinshasa ce mercredi 1er août. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. Et bonne journée sur la chaîne qui rassemble.